Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le gouvernement chinois qui a fait de gros efforts pour réduire la pollution de l'air qui affecte les grandes villes du pays. Le taux de particules polluantes PM2,5 a baissé de 14,1% en 2015 par rapport à 2014. Les responsables chinois en charge de l'environnement disent que le ciel bleu revient graduellement sur le pays après des efforts considérables pour améliorer la qualité de l'air. L'an dernier, les changements positifs ont eu lieu concernant le nombre de jours de ciel bleu et la pollution de l'air a baissé. Dans les 74 villes qui ont mis en place de nouvelles normes de qualité, les niveaux de particules PM2,5 ont baissé de 14,1% par rapport à l'année précédente. La pollution de l'air est sur toutes les lèvres en Chine. Monsieur Chen dit que le problème vient de la trop grande dépendance de la Chine vis-à-vis du charbon, spécialement chez les gens qui brûlent du charbon de faible qualité qui émettent beaucoup plus de polluants que les industries. La pollution de l'air en Chine est causée par notre nouvelle structure énergétique où le charbon occupe un fort pourcentage. Dans le 13e plan quinquennal, le gouvernement met l'accent sur l'efficacité énergétique et la réforme de la structure énergétique. En conséquence, nous allons continuer la promotion du charbon propre. Chen Jining dit que le gouvernement va continuer à combattre la pollution cette année. Nous allons nous assurer que les gouvernements locaux cessent de protéger les industries polluantes et interviennent avec des inspections. Nous allons aussi mieux gérer les districts et les zones. La protection de l'environnement est intégrée au plan de restructuration économique de la Chine. Les secteurs intensifs en énergie vont laisser place à des secteurs verts et de haute technologie. Partons à la rencontre de délégués de la conférence consultative politique du peuple chinois pour en apprendre plus sur ce sujet. La protection de l'environnement est devenue l'une des priorités du gouvernement chinois, qui s'est engagé à intégrer le progrès écologique dans la construction d'une société de moyenne aisance. Mais pour parvenir à cet objectif, il va falloir changer l'image de la Chine. L'économie chinoise a laissé le monde avec l'impression qu'elle était un fabricant. Et ceci implique une consommation élevée de matières premières et une quantité élevée d'émissions. Zhang Zexi défend la création d'un réseau transprovincial de supervision de la pollution, afin que le gouvernement obtienne des données complètes sur la qualité de l'eau, du sol et de l'air. Pour rendre le pays plus propre, le gouvernement a fixé un objectif de baisse des émissions pour la période 2012-2016. Un expert en génération d'électricité revient sur les progrès effectués ces dernières années et détaille ses espoirs pour l'avenir. Les émissions du secteur de l'électricité ont chuté de 50% ces 5 dernières années et les émissions pourraient diminuer d'encore 50% au cours des 5 prochaines années. Je pense que le secteur de l'électricité en est capable et les autres secteurs pourraient faire de même. Lu Qizhou dirigeait une société publique du secteur électrique qui, l'an dernier, fusionnait avec une autre société publique. Il estime qu'en utilisant moins de combustibles fossiles et plus de technologies avancées, le secteur pourrait devenir plus vert. Et avec l'entrée en vigueur l'an dernier de la nouvelle loi sur la protection environnementale, les entreprises disposent d'un cadre réglementaire clair. D'après Lu Qizhou, un nouveau marché au potentiel énorme est en train d'émerger. Le marché total pèse plusieurs centaines de milliards de yuan et la protection de l'environnement pourrait devenir un nouveau moteur de croissance pour l'économie chinoise. D'après les analystes, les opportunités résideraient dans la montée en gamme industrielle et dans les nouvelles sources d'énergie telles que le solaire et l'éolien. L'arrivée de nouveaux professionnels dans les secteurs de la construction, de l'investissement et de l'exploitation est également attendue. L'amélioration de la qualité de l'air de Beijing est désormais l'une des priorités de la capitale chinoise qui connaît de sévères épisodes de smog. De nombreuses restrictions ont d'ores et déjà été adoptées, fermeture d'usines et de chantiers, fermeture temporaire d'institutions publiques et d'écoles, circulation alternée. Les émissions des véhicules ont été identifiées comme une des causes principales de la pollution à Beijing. Des bus électriques ont été mis en circulation afin de remédier à la situation. CCTV a visité les locaux de l'un des principaux opérateurs de bus écologiques de la ville pour en savoir plus.
La division des bus électriques du groupe de transport public de Beijing est en charge de presque tous les bus électriques de la ville. Elle compte environ 300 véhicules, ce qui ne constitue qu'une fraction du nombre total de bus en circulation dans la capitale chinoise. Les bus électriques ne sont pas polluants, au contraire des bus conventionnels qui produisent beaucoup d'émissions polluantes. La situation s'aggrave durant les embouteillages qui sont fréquents aux heures de pointe. Le logo bleu distingue les bus conventionnels des bus électriques, mais la principale différence reste leur mode de fonctionnement interne. Les bus électriques fonctionnent grâce à des batteries. En général, 20 minutes sont nécessaires pour en recharger une. Il existe toutefois un groupe de bus équipés de vieilles batteries qui requiert 2 heures. Les conducteurs bénéficient également du changement apporté par les nouveaux bus. Avant, je conduisais des bus alimentés au diesel. Le moteur faisait beaucoup de bruit, mais celui-ci est silencieux. C'est un vrai soulagement. Ces nouveaux bus impliquent toutefois de nouvelles contraintes. Li doit recharger la batterie après chaque rotation, ce qui lui demande environ 2 heures et demie. Sur les bus électriques, ces points de contact ont remplacé les compresseurs qui se trouvent au même endroit sur des véhicules traditionnels. Le principe est le même que pour une prise géante. Cette station dispose de 15 chargeurs géants. Ils alimentent environ 30 bus. Malgré tous leurs avantages, les batteries des bus électriques coûtent 600 000 yuan, ce qui les rend 50% plus coûteux que les bus conventionnels. Le nombre restreint de stations de rechargement limite également leur popularité. Le groupe prévoit néanmoins l'achat de 2400 bus écologiques cette année. Leur nombre devrait excéder les 10 000 unités d'ici à 2020, ce qui représenterait alors la moitié du nombre total de bus en circulation dans la ville. Bienvenue dans cette rubrique Les deux sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Nous allons d'abord voir un article de l'Economic Daily intitulé « Ressentir la vraie température de l'économie chinoise ». L'auteur a comparé de manière innovante l'économie chinoise au climat en utilisant les deux termes suivants, la température annoncée et la température ressentie. Selon l'auteur, tout comme le climat qui peut être représenté par une température mesurée avec le thermomètre, mais aussi par la sensation corporelle des gens, l'économie a aussi deux facettes. Et parfois, entre les deux, il peut y avoir un décalage. C'est le cas pour l'économie chinoise en 2015. La croissance du PIB de l'année 2015 s'est fixée à 6,9% et celle du volume de l'import-export est devenue négative. D'autres indices traditionnels comme le volume de la production industrielle, la consommation énergétique semblent ne pas être trop encourageants non plus. La température annoncée de l'économie chinoise semble assez froide, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on ressent. La température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise est plutôt douce. Le journal a ensuite présenté des éléments de preuve. Au niveau de l'emploi, plus de 13 millions de nouveaux postes ont été créés. Le taux de chômage dans les grandes villes était de 5,1%, plus bas que l'Allemagne, pays exemplaire en Europe. Côté revenus et prix, le revenu annuel par habitant a augmenté de 7,4%, ce qui est plus important que le PIB. L'IBC a progressé de 1,4%, un niveau relativement bas. Ce rapport revenu-prix fait que les Chinois voient gonfler leur portefeuille ainsi que leur sentiment de bonheur. Il a ensuite évoqué le système de sécurité sociale chinois qui couvre désormais plus de 900 millions d'habitants, l'achèvement de la construction de 7 720 000 logements sociaux et le nombre d'étudiants d'origine des régions éloignées des principales universités a augmenté de 10,5%. Et chaque jour, 12 000 nouvelles entreprises sont créées. Tous ces éléments constituent la température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise, qui est plutôt doux. De quoi être optimiste pour l'avenir.
Sur le même sujet, un article de l'économiste de Bloomberg, Chen Shiyuan, a été largement rapporté dans les médias chinois. Dans cet article, il a tout d'abord évoqué la politique monétaire de la Chine, soulignant que l'intégration du yuan dans le panier de retrait spécial du FMI a eu des impacts positifs sur l'économie chinoise. Selon M. Chen, malgré le ralentissement de l'économie chinoise durant ces dernières années, on a toujours raison d'être optimiste pour son avenir. Car des analystes de Bloomberg montrent que depuis 2012, l'économie chinoise approfondit sa restructuration en donnant de plus en plus de part au secteur tertiaire et à la demande intérieure. Le développement devient ainsi plus équilibré. M. Chen a également mentionné la notion des réformes du côté de l'offre lancée par le gouvernement chinois, expliquant que cette mesure vise à exploiter le potentiel de l'économie chinoise. Avec ce potentiel bien exploité, malgré son ralentissement, l'économie chinoise pourra maintenir sa croissance à 6,5% au moins jusqu'en 2020, prévision que Bloomberg a donnée. Face à l'augmentation de l'instabilité de l'économie mondiale, la bonne santé économique de Shenzhen attire l'attention des médias internationaux. Un journaliste du Wall Street Journal est allé enquêter dans cette ville du sud de la Chine. Il a souligné dans son reportage qu'aucune pression économique ne peut être éprouvée dans cette ville. De plus en plus de PME dans le secteur manufacturier commencent à produire des imprimantes 3D, des gyrobots et des robots. Shenzhen est devenue une locomotive de la transformation industrielle de l'économie chinoise. On se tourne vers le Guangming Daily maintenant. Avec le développement des nouveaux médias, le secteur des communications a connu de grands changements. Selon les statistiques, en décembre 2015, les internautes chinois étaient au nombre de 688 millions et la pénétration d'Internet atteint les 50% de la population. Les médias traditionnels font face désormais à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le développement de la fusion entre les médias traditionnels et les nouveaux médias fait partie du rapport d'activité du gouvernement. Pourquoi cette proposition ? Comment arriver à cet objectif? Guangming Daily a recueilli les points de vue des députés sur le sujet. Selon Wang Yafei, la fusion des médias consiste non seulement dans le mariage entre les contenus, les images et la vidéo, mais aussi celui entre les médias et les autres secteurs, comme les expositions, le tourisme ou la finance. Ce qui permettra de créer un modèle commercial et de donner ainsi une force pour parvenir à un développement durable. Selon Liu Bingjie, il est important d'unifier les lois et les règlements. En Chine, chaque type de média a sa propre réglementation, ainsi que ses différentes cibles et un public différent. Sans les unifier, il est difficile de créer une ambiance de concurrence juste. Selon Zhou Mingwei, la fusion des médias n'est pas une simple addition. Elle nécessite de diversifier les façons de diffuser les informations en mettant ensemble les livres, les journaux, la radio, la télévision et Internet. Le public peut aussi prendre part dans la diffusion des informations. Et pour terminer, un sujet un peu plus léger. Durant les 2 sessions annuelles, un passage long de près de 100 mètres dans le hall situé au nord du Palais du Peuple est l'endroit réservé aux journalistes pour recueillir des informations de la part des ministres. Dans les coulisses des 2 sessions, le quotidien du peuple s'est intéressé à ce passage. Ces dernières années, il se produisait souvent des accidents alors que les journalistes se précipitaient dans ce passage pour trouver les dernières nouvelles. Pour laisser sans obstacle ce passage, des plateformes respectives pour les photos et les discours, ainsi qu'une zone spéciale pour les reportages ont été mises en place. Ces mesures ont permis de normaliser la production des reportages. Dans le cas des ministres, les réponses sont souvent courtes, mais donnent beaucoup d'informations importantes. À travers le micro des journalistes, ils peuvent répondre aux questions qui intéressent le peuple. Le rassemblement des journalistes au passage des ministres montre l'attention du public envers le travail du gouvernement. Ainsi, la transparence des informations sur leur travail quotidien reste nécessaire, telles que la publication immédiate de la nouvelle politique, la réponse immédiate aux questions du public. Cette forme de relation entre les ministres et les médias devrait être appliquée de façon permanente.
La Chine constate des signes encourageants après plusieurs années de restructuration économique et de changement de modèle de développement. C'est en ces termes que Fu Chengyu, membre de la CCPPC, s'est exprimé. Cet homme est également l'ex-PDG du groupe pétrolier et chimique Sinopec. En tant qu'ex-dirigeant d'une entreprise publique, Fu Chengyu connaît bien la restructuration économique passée. Il déclare qu'à son avis, certains secteurs ont changé de façon radicale et qu'ils jouent déjà un rôle majeur dans le développement de la Chine. Tout d'abord, le secteur des services est devenu le premier secteur de Chine. Il représente 50 ou 50,5% du PIB national. Après plusieurs années de réformes structurelles, c'est un excellent résultat. Par ailleurs, la consommation a poursuivi sa progression à la hausse. La contribution de la consommation à l'économie a atteint 66,4% l'an dernier. Parallèlement, le développement des secteurs de haute technologie et de fabrication de matériel a été réalisé rapidement et de façon significative. Troisièmement, la situation de l'emploi est excellente. L'an dernier, plus de 13 millions de personnes ont trouvé un nouvel emploi. Si le problème de l'emploi est bien résolu, la société profitera de la stabilité. Cela nous permettrait de nous consacrer à des ajustements encore plus larges et à des réformes plus approfondies. Fu Chengyu précise que le développement de la Chine est de meilleure qualité, qu'il se fait en consommant moins d'énergie et en dégageant moins de pollution par unité de fabrication. De plus, il précise qu'après des années de réformes et d'ouverture, les entreprises chinoises sont capables de mieux réagir face aux difficultés tout en étant à l'affût d'opportunités et en faisant preuve de confiance lors de périodes troubles. Des pourparlers de haut niveau ont eu lieu vendredi à Moscou entre la Chine et la Russie qui partagent chacune une frontière avec la République populaire démocratique de Corée. Le message envoyé à Pyongyang est clair, il est temps de reprendre les pourparlers sur le nucléaire. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont rencontrés vendredi dans le centre de Moscou pour discuter de la situation nucléaire en République populaire démocratique de Corée. Les gouvernements des deux pays ont exprimé leurs inquiétudes concernant la récente activité militaire de la RPDC, notamment les multiples tests de lancement de missiles balistiques et ses revendications d'un essai réussi d'explosion de bombes à hydrogène. Pyongyang a également affirmé qu'il était prêt à utiliser son arsenal nucléaire à tout moment. Sergueï Lavrov a appelé le gouvernement de la RPDC à travailler avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous espérons que la RPDC arrivera à de meilleures conclusions et qu'elle écoutera les demandes du Conseil de sécurité et qu'elle reviendra finalement à la table des négociations sur la base de la déclaration conjointe des participants au processus des pourparlers à 6 datant de 2005. Wang Yi a également déclaré que la Russie et la Chine étaient unies dans leur opposition au projet américain de construire un système de défense antimissile en Corée du Sud afin de contrer la menace de Pyongyang. Nous nous opposons fermement au déploiement du système de défense antimissile américain THAAD en Corée du Sud sous prétexte du programme nucléaire de la RPDC. Nous pensons que cela endommagerait directement les intérêts sécuritaires stratégiques de la Russie et de la Chine. Nous allons continuer de mener des efforts constructifs et responsables visant au désarmement nucléaire de la RPDC. Bien que la Russie et la Chine ne soient pas considérées comme des alliés militaires, elles partagent des intérêts communs en péninsule coréenne. L'analyste politique Dimitri Kossirev de RIA Novosti estime que les menaces communes induisent un rapprochement stratégique des deux pays. Étant donné que nos frontières sont proches au niveau de la péninsule coréenne, nous avons des intérêts similaires avec la Chine. Ce qui n'est pas si commun, c'est de voir que tout ce qui peut être contraire à la sécurité de la Chine dans la région ne plaît également pas à la Russie. Wang Yi a également rencontré vendredi le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a déclaré qu'il prévoyait de se rendre en Chine au cours de cette année et qu'il espérait mener des pourparlers substantiels avec le président chinois Xi Jinping. Le Japon commémore le séisme et le tsunami de 2011. Il y a 5 ans, la catastrophe a détruit plusieurs villes de la côte nord-est et les travaux de reconstruction avancent plus lentement que prévu. L'activité reprend peu à peu, mais il reste encore beaucoup à faire. Reportage.
Une minute de silence pour les plus de 18 000 personnes qui ont trouvé la mort ou sont encore portées disparues depuis le séisme du 11 mars 2011 et le millier de morts dans le tsunami qui a suivi. Et une prière pour tous ceux qui souffrent encore, vivant dans des conditions précaires depuis qu'ils ont été déplacés. Rien n'a changé, dit Kosato, qui vivait sur la côte et a perdu sa maison et son magasin de spiritueux de Minami Sanriku, quand le tsunami et sa vague de 12 mètres de haut se sont abattus sur la ville. 5 ans plus tard, les conditions de vie de ces gens ont peu progressé. Les montagnes de débris sont désormais des montagnes de sable. Il faudra encore des années avant que les villes de la côte soient reconstruites. Sato et son fils continuent de vivre néanmoins et de travailler. Même si on pouvait reconstruire notre maison, il nous faudrait demander un prêt et cela prendrait des années pour payer. Je pense que nous serons complètement rétablis quand nous aurons remboursé toutes nos dettes. Alors, nous pourrons vivre en paix. La reconstruction des villes en ruine prend plus longtemps que prévu. En général, en raison du manque de moyens et de la bureaucratie. La ville de Minami Sanriku a été dévastée par un tsunami si gigantesque qu'il a avalé l'immeuble municipal qui se trouve derrière moi. Parmi les raisons pour lesquelles la reconstruction est si lente est que le niveau de la ville doit être surélevé de 10 ou 20 mètres avant de reconstruire. Les villes doivent être reconstruites à partir de leurs fondations et les zones résidentielles doivent être surélevées. L'Agence pour la reconstruction dit vouloir terminer 70 à 80% des infrastructures d'ici à la fin de 2016. La majorité des entreprises est proche d'un retour au niveau d'avant la catastrophe. Mais de nombreuses pêcheries et autres industries sont toujours en grande difficulté. La population décline rapidement. Les gens ne reviennent pas et les plus jeunes partent. Les experts craignent qu'il faille encore une décennie pour que les villes retrouvent leur aspect d'antan. Or d'ici là, le vieillissement de la population se fera encore plus cruellement ressentir. Près de 100 000 habitants de Fukushima ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Environ 7% des terres dans la préfecture touchées par la catastrophe sont encore des zones d'évacuation. Le travail de contrôle des dégâts à la centrale nucléaire est en cours, mais il progresse très lentement. Il est difficile de décrire la quantité de travail que nous avons fait. Si nous comparons le travail de contrôle des dégâts à l'escalade d'une montagne, si le sommet est au 10e palier, alors nous venons de quitter le premier palier. Depuis 2013, des milliers de techniciens ont été déployés pour déplacer les barres de combustible de l'eau contaminée. Toutefois, il y a encore un flux constant d'eau contaminée dans le système d'eau souterrain. Les experts estiment que le travail de contrôle des dégâts, qui prendra 30 à 40 ans, coûtera des dizaines de milliards de dollars. Le gouvernement japonais a décidé de relancer son programme nucléaire et cela a déclenché la colère de la population, en particulier chez ceux qui ont perdu leur maison à Fukushima. Près de 1000 habitants se sont rassemblés à Fukushima pour manifester contre le rallumage de la centrale. Des représentants de l'opposition syrienne se rendront aux négociations de paix qui se tiendront à Genève à partir de lundi. Néanmoins, les chances de parvenir à un accord avec le gouvernement syrien restent minces. Le Haut Comité des négociations, soutenu par l'Arabie Saoudite, a déclaré que cette session allait concentrer ses efforts sur l'établissement d'un gouvernement d'intérim disposant des pleins pouvoirs exécutifs et insistera sur l'intégrité du territoire syrien. La déclaration annonce également que le gouvernement syrien se prépare à renforcer son action militaire au sol et aérienne. En amont de ces pourparlers, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que le médiateur des Nations Unies pour la Syrie devrait inclure la question kurde dans ces discussions, et ce, malgré l'opposition syrienne. Parlons de protection des animaux pour finir. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre, pouvant atteindre la vitesse de 110 km/h. Il est aujourd'hui en voie d'extinction. Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans vivant en Namibie depuis 1991, a consacré toute sa vie à la sauvegarde de l'espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de la pâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves.
loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard. Donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers les tuaient pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur notre chaîne.